La première fois que j'ai vu Étienne Moreau, c'était un matin de janvier si froid que ma respiration se transformait en cristaux de glace avant même de quitter mes lèvres. Le soleil venait à peine de se lever sur la forêt boréale du Québec, teignant la neige d'un rose pâle irréel. J'étais garde forestier depuis 5 ans, protégeant ces terres ancestrales contre les braconniers et les exploitants illégaux. Mon travail, c'était la solitude, le silence et la certitude absolue que je faisais quelque chose d'important. Mais ce matin-là, tout a changé. J'avais repéré des traces fraîches de coupe dans un secteur protégé, des arbres centenaires abattus avec une précision qui parlait d'expérience. Mon sang bouillait. Ces forêts étaient sacrées, refuge de caribous des bois et de tant d'autres espèces menacées. Qui osait les violer ainsi? Je l'ai trouvé près d'un immense pin blanc, sa hache levée, les muscles de ses bras tendus sous sa chemise de flanelle, rouge. Il devait avoir une 30aine d'années comme moi, peut-être un peu plus. Ses cheveux noirs dépassaient d'un bonnet de laine, et une barbe fournie encadrait un visage aux traits rudes, taillés par le froid et le travail. Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé, d'un bleu si intense qu'il semblait refléter le ciel d'hiver lui-même. Arrêtez immédiatement. Ma voix avait claqué dans l'air glacé, autoritaire, sans appel. Vous êtes sur un territoire protégé. C'est illégal. Il s'est retourné lentement, sans précipitation, comme si mon apparition ne le surprenait pas le moins du monde. Son regard m'a parcouru de la tête aux pieds avec une intensité qui m'a fait frissonner. Et ce n'était pas à cause du froid. Gabriel Rousseau, le gardien de la forêt, dit-il d'une voix grave, presque rauque, avec cet accent québécois, chantant qui rendait chaque mot plus intime. Je me demandais quand tu finirais par me trouver. Le tutoiement m'a déstabilisé. Vous me connaissez? Tout le monde te connaît dans la région. Il a planté sa hache dans le tronc avec une force tranquille. Le garde incorruptible, celui qui a fait arrêter les frères Laflamme l'année dernière pour braconnage. Celui qui dort dans sa cabane au lieu de rentrer chez lui, parce que la forêt, c'est tout ce qui compte. Et il y avait quelque chose dans sa voix, pas vraiment du mépris, mais une sorte de tristesse mêlée de compréhension qui m'a troublé profondément. Et vous êtes? J'ai maintenu le vouvoiement, cherchant à préserver une distance professionnelle. Étienne Moreau, bûcheron. Il a marqué une pause. Eh oui, je coupe du bois illégalement. Qu'est-ce que tu vas faire? M'arrêter? Il y avait un défail dans ses yeux bleus, mais aussi autre chose. Une invitation, peut-être, ou un test. C'est mon travail, répondis-je, ma main se rapprochant de la radio à ma ceinture. Ton travail. Il a répété les mots comme s'il goûtait leur saveur. Tu sais combien gagne un bûcheron légal au Québec en ce moment, Gabriel? Pas assez pour nourrir une famille. Pas assez pour payer les médicaments de sa mère malade. Pas assez pour survivre dans ce monde qui nous oublie. Je détestais qu'il utilise mon prénom avec tant de familiarité. Je détestais encore plus qu'une part de moi apprécie le son de celui-ci dans sa bouche. La loi, c'est la loi, ai-je rétorqué, mais ma voix manquait de conviction. Bien sûr. Il s'est approché de quelques pas, et j'ai senti mon cœur accélérer. Fais ce que tu dois faire. Mais sache une chose, ces arbres que je coupe, je les choisis avec soin. Je ne touche jamais aux jeunes. Je replante toujours. Je respecte cette forêt autant que toi, Gabriel, juste d'une manière différente. La distance entre nous s'était réduite à quelques mètres. Je pouvais voir les flocons de neige accrochés à sa barbe, la vapeur de sa respiration qui se mêlait à la mienne dans l'air glacé. Il dégageait une odeur de résine de pin et de sueur, quelque chose de primitif et de terriblement attirant. C'est votre dernière chance, dis-je, ma voix plus basse, presque un murmure. Partez maintenant et ne revenez jamais. Un sourire lent s'est dessiné sur ses lèvres. On sait tous les deux que ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. Et il est parti,
laissant sa hache plantée dans l'arbre comme une promesse silencieuse. Je suis resté là, tremblant, me disant que c'était le froid, rien que le froid. Mais je savais que je mentais. Les semaines suivantes ont été une torture exquise. Je patrouillais obsessionnellement le secteur où je l'avais rencontré, me disant que c'était pour prévenir de nouvelles infractions. Mais au fond de mon cœur, je savais la vérité. Je cherchais à le revoir. Et lui, il jouait avec moi. Je trouvais des signes de sa présence partout. Une hache oubliée contre un arbre. Des traces de pas fraîches dans la neige qui s'arrêtaient brusquement. Un feu de camp encore tiède dans une clairière. C'était comme une danse, un jeu du chat et de la souris, où aucun de nous deux ne voulait vraiment que l'autre soit attrapé. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous écoutez cette histoire. J'adore savoir d'où viennent mes auditeurs. Un soir de février, alors que le blizzard faisait rage, j'ai dû chercher refuge dans une cabane abandonnée que les bûcherons utilisaient autrefois. J'ai poussé la porte, secoué la neige de ma parka, et mon sang s'est glacé. Étienne était là, assis près d'un petit poêle à bois, une tasse fumante entre les mains. Il a levé les yeux vers moi sans surprise, comme s'il m'attendait. « Il y a du café si tu en veux », dit-il simplement. J'aurais dû partir. J'aurais dû appeler des renforts. J'aurais dû faire n'importe quoi sauf ce que j'ai fait. Enlever ma parka trempée et m'asseoir en face de lui, acceptant la tasse qu'il me tendait. « Tu me suis ?» constata-t-il. Pas une question, juste un fait. « Je patrouille mon territoire », répondis-je défensivement. « Ton territoire. » Il a souri. « Tu parles de cette forêt comme si elle t'appartenait. Elle appartient au peuple québécois, à tous ceux qui viendront après nous. C'est pour ça que je la protège. » Noble. Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix. « Et qui te protège? Toi, Gabriel ?» La question m'a désarmé. Personne ne m'avait jamais demandé ça. Personne ne semblait se soucier du gardien solitaire qui vivait pour sa mission et rien d'autre. Je n'ai pas besoin de protection. Tout le monde a besoin de quelque chose. Ses yeux bleus me fixaient avec une intensité qui me mettait à nu. Ou de quelqu'un. Le silence entre nous était chargé d'électricité. Le vent hurlait dehors, mais dans cette petite cabane, l'air était étouffant, dense de non-dits. « Pourquoi fais-tu ça ?» demandai-je finalement. « Le bois illégal. Tu as dit que c'était pour l'argent, mais je ne te crois pas. Pas complètement. » Il a bu une gorgée de café, ses yeux perdus dans les flammes du poêle. Quand il a parlé, sa voix était différente, plus douce, presque vulnérable. « Ma mère a le cancer. Phase terminale. Les traitements expérimentaux coûtent une fortune que l'assurance ne couvre pas. Mon père est mort dans un accident de coupe il y a 5 ans. J'ai 2 petites sœurs qui comptent sur moi. » Il m'a regardé. « Alors oui, c'est pour l'argent. Mais c'est aussi parce que je refuse de la laisser mourir sans avoir tout tenté. » Mon cœur s'est serré. J'avais voulu voir un criminel, quelqu'un que je pouvais haïr sans complexe. Au lieu de ça, je voyais un homme brisé qui luttait pour sauver sa famille. « Il doit y avoir d'autres moyens, » murmurai-je. « Si tu en trouves un, je t'écoute. » L'amertume dans sa voix était palpable. « J'ai tout essayé, Gabriel. Tout. La coupe illégale, c'est ma dernière option. Mon dernier espoir. Je ne sais pas qui a fait le premier mouvement. Peut-être lui, peut-être moi. Peut-être les deux en même temps. Mais soudain, la distance entre nous s'est volatilisée. Sa main a touché mon visage, ses doigts rugueux traçant la ligne de ma mâchoire, avec une douceur surprenante. « Dis-moi d'arrêter, » murmura-t-il, son souffle chaud contre mes lèvres. « Dis-moi de ne pas faire ça. » Mais je ne pouvais pas. Dieu m'aide. Je ne pouvais pas. Quand ses lèvres ont rencontré les miennes, c'était comme si le monde entier s'arrêtait. Le baiser était à la fois brutal et tendre, désespéré et plein de promesses. Ses mains ont glissé dans mes cheveux.
Les miennes ont agrippé sa chemise de flanelle, nous rapprochant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre nos corps. J'avais passé 5 ans dans la solitude, me convainquant que je n'avais besoin de personne. Mais dans les bras d'Étienne, cette illusion s'est effondrée. J'avais besoin de ça, de lui, de cette connexion qui me faisait me sentir vivant pour la première fois depuis si longtemps. Quand nous nous sommes séparés, haletant, le feu crépitait doucement. Il a posé son front contre le mien, ses yeux fermés. « Qu'est-ce qu'on fait, Gabriel ?» Sa voix tremblait légèrement. « Parce que je ne peux pas continuer à te croiser, en sachant que je ne peux pas te toucher. » Je ne sais pas, avouai-je, mon cœur battant si fort que j'étais certain qu'il pouvait l'entendre. Je ne sais vraiment pas. Cette nuit-là, bloqués par le blizzard, nous avons partagé cette petite cabane. Nous n'avons pas dormi. Nous avons parlé pendant des heures, partageant des secrets, des peurs, des rêves que nous n'avions jamais confiés à personne. J'ai appris qu'Étienne aimait la poésie, qu'il écrivait des vers sur des bouts de papier qu'il gardait dans sa poche. Il a appris que j'avais choisi ce métier après avoir vu mon grand-père pleurer devant une forêt rasée par l'exploitation industrielle. Nous avons découvert que nous n'étions pas si différents. Tous deux aimions cette terre sauvage. Tous deux luttions à notre manière pour protéger ce qui nous était cher. La seule différence, c'est que nos méthodes nous mettaient en opposition directe. Au petit matin, quand le blizzard s'est calmé, nous savions tous les deux que quelque chose d'irréversible s'était produit entre ces murs de bois. « Je dois y aller, » dit-il, enfilant sa parka. « Mais Gabriel, quoi? Ceci n'est pas fini. Quoi qu'il arrive, ceci n'est pas fini. » Et il est parti, me laissant seul avec le feu mourant et un cœur qui refusait de ralentir. Est-ce que vous appréciez cette histoire jusqu'ici? Mettez une note de 0 à 10 dans les commentaires. Les mois qui ont suivi ont été les plus intenses de ma vie. Nous continuions notre danse dangereuse. Je patrouillais. Il coupait du bois. Nous nous retrouvions dans des clairières secrètes, dans des cabanes abandonnées, dans ces espaces entre le devoir et le désir où nos deux mondes pouvaient coexister. Chaque rencontre était volée, précieuse. Ses mains sur ma peau. Mes lèvres contre son cou. Des moments d'intimité ardente, suivis de conversations profondes qui duraient jusqu'à l'aube. « Je déteste ce que tu fais, » lui dis-je un jour, allongé contre lui sur un lit de branches de sapin. La forêt, notre seul témoin. « Je sais, » répondit-il, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon bras. « Je me déteste aussi parfois. Alors arrête. Je ne peux pas. » Sa voix se brisa. Ma mère, elle n'a plus beaucoup de temps. Chaque centime compte. Je me suis redressé, le regardant dans les yeux. « Laisse-moi t'aider. Il doit y avoir des programmes, des aides. » J'ai tout essayé, Gabriel. Tout. Il a secoué la tête. Le système nous a abandonnés. Les gens comme nous, on ne compte pas. On est juste des chiffres dans des statistiques. La frustration m'a submergé. Et moi, je compte pour toi. Son regard s'est adouci. Tu es la seule chose qui compte vraiment dans ma vie en ce moment. Toi et ma famille. Alors fais-moi confiance. Laisse-moi trouver une solution. Il m'a embrassé, un baiser doux et triste. Tu es trop bon pour ce monde, Gabriel Rousseau. C'est pour ça que je t'aime. Les mots sont sortis si naturellement qu'il a fallu quelques secondes pour que nous réalisions ce qu'il venait de dire. Ses yeux se sont écarquillés, comme s'il était choqué par sa propre confession. « Étienne, c'est vrai, » dit-il fermement. « Je t'aime. Je ne voulais pas. Dieu sait que je ne cherchais pas ça. Mais c'est arrivé quand même. » Mon cœur semblait vouloir exploser dans ma poitrine. « Moi aussi, » murmurai-je. « Je t'aime aussi. Et c'est pour ça que je ne peux pas continuer à fermer les yeux. » La douleur dans son regard m'a déchiré. « Qu'est-ce que tu dis? » Je dis que nous devons trouver une autre voie. Ensemble. J'ai pris ses mains dans les miennes. Je ne peux pas continuer à trahir mes principes, même pour toi.
Mais je ne peux pas non plus te perdre. Alors, nous allons trouver une solution, une vraie solution. Cette conversation a marqué un tournant. Nous avons commencé à nous voir différemment, non plus comme des adversaires, jouant un jeu dangereux, mais comme des partenaires affrontant un problème commun. J'ai passé des semaines à faire des recherches, à contacter des organisations, à explorer toutes les options possibles. Étienne, de son côté, m'a ouvert les portes de sa vie. J'ai rencontré sa mère, une femme frêle, mais pleine de dignité, qui m'a accueilli avec une chaleur qui m'a surpris. « Alors c'est toi », dit-elle quand Étienne m'a présenté. Le garde forestier, dont mon fils ne cesse de parler. J'ai rougi. Il parle de moi? Constamment. Son sourire était taquin malgré sa pâleur. Gabriel dit ceci. Gabriel pense cela. Au début, j'ai cru qu'il parlait d'un saint. Puis j'ai compris. Compris quoi, maman? Demanda Étienne mal à l'aise. Qu'il était amoureux, bien sûr. Elle m'a regardé directement dans les yeux. Et maintenant que je te vois, je comprends pourquoi. Le dîner qui a suivi a été l'un des moments les plus précieux de ma vie. Malgré sa maladie, Marguerite était vive, drôle, pleine de vie. Elle racontait des histoires sur l'enfance d'Étienne, le faisant rougir et rire en même temps. Ses sœurs, Marie et Sophie, m'ont adopté immédiatement, posant 1000 questions sur mon travail, ma vie. « Alors, vous allez vraiment l'arrêter ?» demanda Sophie, la plus jeune, avec une inquiétude non déguisée. « Sophie » gronda Étienne. « Non, répondis-je honnêtement. Je ne vais pas l'arrêter, parce qu'il ne va plus commettre d'infraction. Nous allons trouver une autre solution. »« Tu as vraiment confiance qu'il existe une autre solution ?» demanda Marie, la plus pragmatique des deux. « J'ai confiance en nous, » dis-je, cherchant le regard d'Étienne. Et parfois, la confiance est tout ce dont on a besoin pour commencer. Cette nuit-là, après avoir quitté leur maison modeste, Étienne et moi avons marché dans les rues enneigées de la petite ville. « Ma famille t'aime déjà, » dit-il, glissant sa main dans la mienne, malgré le risque d'être vu. « Et moi, je les aime. Ta mère est extraordinaire. » « Elle l'est. » Sa voix s'est cassée. « C'est pour ça que je dois la sauver. On va la sauver. Ensemble. » Il s'est arrêté, me tirant dans une ruelle sombre, et m'a embrassé avec une intensité désespérée. « Comment ai-je fait pour vivre avant toi? Tu survivais. Maintenant, tu vis. Nous vivons. » Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. J'ai contacté tous les organismes de charité que je connaissais. J'ai appelé des hôpitaux, des fondations, des programmes gouvernementaux. Chaque refus me rapprochait de la solution. Chaque porte fermée me forçait à en chercher une nouvelle. Puis, un miracle s'est produit. Non, pas un miracle. Le résultat de la persistance et d'un sacrifice que j'étais prêt à faire. J'avais économisé pendant des années pour acheter un terrain dans la forêt. Mon rêve de posséder un morceau de cette nature que j'aimais tant. Mais en regardant les factures médicales de Marguerite, en voyant la détresse dans les yeux d'Étienne, j'ai réalisé que certains rêves étaient faits pour être ajustés. J'ai vendu mon terrain à un organisme de conservation. L'argent, combiné avec un don généreux d'une fondation que j'avais finalement convaincu, a couvert les traitements expérimentaux. Quand j'ai apporté la nouvelle à Étienne, il était dans son atelier, sculptant un morceau de bois avec une concentration féroce. Il a levé les yeux, vu mon expression, et son ciseau est tombé de ses mains. « Non, » dit-il, comprenant immédiatement. « Gabriel, non. Ton terrain n'est qu'un terrain, coupai-je. Ta mère est une vie précieuse. Il n'y a pas de comparaison. » Il s'est effondré, tombant à genoux, et j'ai couru vers lui, le tenant pendant qu'il pleurait. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'amour si intense qu'il ne pouvait le contenir. « Je ne mérite pas ça, » sanglota-t-il, « je ne mérite pas toi. »« Laisse-moi décider ce que tu mérites, » murmurai-je contre ses cheveux, « et selon moi, tu mérites le monde entier. » Les traitements ont commencé la semaine suivante.
Marguerite a réagi mieux que les médecins ne l'espéraient. Son cancer est entré en rémission. Étienne, fidèle à sa parole, a cessé toute coupe illégale. Mais notre histoire était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer, vraiment. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. J'ai contacté tous les organismes de charité que je connaissais. J'ai appelé des hôpitaux, des fondations, des programmes gouvernementaux. Étienne, de son côté, a accepté de cesser la coupe illégale temporairement pendant que nous cherchions des alternatives. Ça n'a pas été facile. L'argent se faisait rare. Les factures s'accumulaient. La santé de sa mère se détériorait. Il y a eu des nuits où je l'ai tenu dans mes bras pendant qu'il pleurait de frustration et d'impuissance. « Je suis censé la protéger », sanglotait-il. « C'est ma mère, et je ne peux rien faire. »« Tu fais tout ce que tu peux, » murmurai-je contre ses cheveux. « Tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. » Puis, un miracle s'est produit. Une fondation privée dédiée au cancer a accepté de couvrir les traitements de sa mère. Quelqu'un, anonyme, avait fait un don généreux en son nom. Étienne a pleuré quand il a reçu la nouvelle, cette fois de soulagement et de joie. « C'est toi, n'est-ce pas ?» m'a-t-il demandé ce soir-là. « Tu as fait ça. » J'ai détourné le regard. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Gabriel. » Il a tourné mon visage vers le sien. « Tout cet argent que tu économisais pour acheter ta propre terre un jour. Ce n'est rien, coupai-je. Ta mère est plus importante. Tu es plus important. » Il m'a embrassé avec une intensité qui m'a coupé le souffle, et je savais que ce baiser contenait tous les mots qu'il ne pouvait pas prononcer. Toute la gratitude, tout l'amour, toute la promesse d'un avenir ensemble. Mais le destin avait d'autres plans pour nous. Un mois plus tard, alors que les premières fleurs du printemps commençaient à percer, la neige fondue, mon supérieur m'a convoqué à son bureau. Son visage était grave. « Gabriel, nous avons un problème. » Mon estomac s'est serré. Quel genre de problème? « Quelqu'un a déposé une plainte. Ils disent que tu as été vu en compagnie d'Étienne Moreau, plusieurs fois, dans des circonstances compromettantes. » Le monde s'est mis à tourner autour de moi. Qui? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ta crédibilité est en jeu. On parle de corruption, de conflit d'intérêts. Si ces accusations sont vraies, elles ne le sont pas. Mentis-je, la bouche sèche. Étienne Moreau a cessé toute activité illégale. Je l'ai surveillé pour m'assurer qu'il respectait la loi. Mon chef m'a regardé longuement. J'espère pour toi que c'est vrai, Gabriel. Parce qu'une enquête va être ouverte. Et si on découvre que tu as protégé un criminel, tu perdras ton badge. Tu perdras tout. Cette nuit-là, j'ai retrouvé Étienne dans notre clairière secrète. Je lui ai tout raconté. Il est devenu livide. « C'est ma faute, » dit-il. « Tout est ma faute. Je t'ai entraîné là-dedans. » Non, je l'ai saisi par les épaules. Nous avons fait ces choix ensemble, et nous allons affronter les conséquences ensemble. Gabriel, tu pourrais tout perdre. Ta carrière, ta réputation, tout ce pour quoi tu as travaillé. Et toi, tu vaux plus que tout ça. Les mots sont sortis avec une certitude absolue. Je ne regrette rien. Ses yeux se sont remplis de larmes. Comment peux-tu dire ça? Je ne mérite pas ce sacrifice. Laisse-moi en juger. J'ai pris son visage entre mes mains. Étienne, avant toi, j'étais juste vide. Je faisais mon travail, je protégeais la forêt, mais je ne vivais pas vraiment. Tu m'as appris à sentir à nouveau, à aimer, à être humain, pas juste un gardien. Je t'aime tellement, murmura-t-il contre mes lèvres. Tellement que ça me fait peur. Alors ayons peur ensemble. L'enquête a duré 3 mois. 3 mois d'interrogatoires, de suspicions, de regards accusateurs de mes collègues. Mais à chaque étape, Étienne était là. Il a témoigné de sa propre initiative, admettant ses infractions passées, mais jurant qu'il avait changé, que j'avais été un catalyseur de changement, pas un complice.
La communauté locale s'est aussi manifestée. Des témoins ont parlé de la transformation d'Étienne, de son travail bénévole pour replanter les zones qu'il avait coupées, de ses efforts pour promouvoir l'exploitation forestière durable. Et finalement, un jour de juin où le soleil brillait généreusement sur la forêt, mon chef m'a appelé à nouveau dans son bureau. « L'enquête est close », annonça-t-il. « Aucune preuve de corruption ou de négligence n'a été trouvée. Tu es blanchi, Gabriel. » Le soulagement m'a submergé, si intense que j'ai dû m'asseoir. Mais, continua-t-il, et mon cœur s'est serré à nouveau. Je dois te poser une question, personnelle. Allez-y. Es-tu heureux? La question m'a surpris. Quoi? Es-tu heureux, Gabriel? Parce que je t'observe depuis des années. Tu es le meilleur garde que nous ayons jamais eu. Dévoué, intègre, passionné. Mais je ne t'ai jamais vu sourire. Pas une seule fois. Jusqu'à ces derniers mois. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Moreau, dit-il doucement. Et franchement, je ne veux pas savoir. Ce que je sais, c'est que tu mérites d'être heureux. Tout le monde le mérite, même les gardiens solitaires de la forêt. Ce soir-là, j'ai couru jusqu'à la cabane d'Étienne, mon cœur battant d'anticipation. Il était sur son perron, sculptant un morceau de bois, quelque chose qu'il faisait souvent maintenant, au lieu de couper des arbres. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un sourire qui m'a réchauffé jusqu'aux os. « C'est fini », ai-je annoncé, essoufflé. L'enquête est terminée. Je suis blanchi. Il a laissé tomber son couteau et sa sculpture, franchissant la distance entre nous en quelques enjambées. « Gabriel, je t'aime », dis-je avant qu'il puisse continuer. « Je t'aime, Étienne Moreau, et je n'ai plus peur de qui le sait. » Il m'a soulevé du sol, me faisant tourner, tandis que je riais, vraiment riais, pour la première fois depuis des années. Quand il m'a reposé, ses lèvres ont trouvé les miennes dans un baiser qui goûtait l'avenir et les promesses tenues. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, me prenant la main et me conduisant à l'intérieur de sa cabane. Sur sa table, il y avait une petite boîte en bois, magnifiquement sculptée, avec des motifs de pin et de caribou. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes pour découvrir 2 anneaux simples, taillés dans du bois de cèdre poli jusqu'à briller comme de l'or. « Je les ai faits avec du bois mort, » expliqua-t-il, sa voix émue. « Aucun arbre vivant n'a été touché, juste du bois que la forêt avait déjà offert. Parce que je voulais que notre engagement soit comme ça, construit sur le respect, sur l'harmonie avec ce que nous aimons tous les deux. » Les larmes ont brouillé ma vision. « Étienne, je ne peux pas t'offrir un mariage légal. Pas encore. Mais je peux t'offrir ma vie, mon cœur, ma promesse que chaque jour, je choisirai d'être meilleur. Pour toi, pour nous, pour cette forêt qui nous a réunis. » J'ai pris l'un des anneaux, glissant l'autre à son doigt, avec des mains qui tremblaient d'émotion. Oui, 1000 fois oui. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, avec pour seuls témoins les arbres anciens et les créatures de la forêt, nous avons scellé notre union. Pas devant la loi, mais devant quelque chose de plus grand, de plus sacré. Vous aimez cette histoire d'amour? N'oubliez pas de mettre une note de 0 à 10 dans les commentaires et de me dire d'où vous nous écoutez. Les années qui ont suivi ont apporté leur lot de défis et de joie. La mère d'Étienne a survécu, dépassant toutes les attentes médicales. Ses sœurs ont grandi, allant à l'université grâce aux bourses qu'elles ont obtenues. Étienne a lancé sa propre entreprise d'exploitation forestière, durable, travaillant main dans la main avec les autorités pour promouvoir des pratiques responsables. Moi, je suis devenu chef garde forestier, utilisant ma position pour créer des programmes qui aidaient les communautés locales à vivre en harmonie avec la forêt plutôt que contre elle. Étienne et moi avons travaillé ensemble sur plusieurs projets, montrant qu'il était possible de protéger l'environnement tout en soutenant les moyens de subsistance des gens. Nous avons acheté
Une petite cabane à la lisière de la forêt, un endroit qui était à nous, où nous pouvions être simplement nous-mêmes. Un refuge où le garde et le bûcheron n'existaient plus, seulement Gabriel et Étienne, deux hommes qui s'aimaient. Il y a eu des regards désapprobateurs, des murmures dans la communauté. Deux hommes vivant ensemble dans le Québec rural, ce n'était pas toujours facile. Mais nous avions aussi nos alliés, des voisins qui nous apportaient des tartes, des collègues qui nous invitaient à leurs fêtes familiales, des jeunes qui nous voyaient comme un exemple qu'on pouvait être soi-même, même quand c'était difficile. Un soir d'automne, 5 ans après notre première rencontre dans cette forêt enneigée, nous étions assis sur notre perron, regardant le soleil se coucher à travers les érables qui flamboyaient de couleurs. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Étienne, sa main dans la mienne. « Quoi? Si quelqu'un m'avait dit, il y a 5 ans, que le garde forestier qui allait m'arrêter deviendrait l'amour de ma vie, je ne l'aurais jamais cru. » J'ai souri. Moi non plus. Je pensais que ma vie serait toujours la solitude et le devoir. Et maintenant? Maintenant, je sais que le devoir et l'amour ne sont pas opposés. Qu'on peut protéger ce qu'on aime sans sacrifier qui on est. Que parfois, les personnes les plus importantes entrent dans nos vies de la manière la plus inattendue. Il a pressé un baiser contre ma tempe. Tu es devenu poète, Gabriel Rousseau. C'est ta faute. Tu déteins sur moi. Nous sommes restés là dans un silence confortable, regardant la nuit tomber sur notre forêt. Quelque part, un hibou a ululé. Un cerf a traversé la clairière devant notre cabane. La nature suivait son cours, indifférente au drame humain, mais accueillante pour ceux qui savaient l'écouter. « Je t'aime », murmurai-je dans l'obscurité grandissante. « Je sais », répondit-il, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je l'ai toujours su, depuis ce premier matin de janvier où tu m'as ordonné d'arrêter de couper cet arbre. Ton regard, il disait déjà tout. Je ne savais même pas que j'aimais les hommes à ce moment-là. Vraiment? Il semblait surpris. Vraiment. J'avais tellement enfoui cette partie de moi-même que je ne la reconnaissais même plus. Il a fallu toi, avec tes yeux bleus impossibles et ton entêtement, pour me réveiller. C'est la chose la plus romantique que tu m'aies jamais dite. Attends le reste de notre vie. J'ai plein d'autres choses romantiques et à te dire. Il a ri, ce rire profond et chaleureux que j'aimais tant. Je compte sur toi pour ça, mon gardien. Ton gardien, répétai-je, aimant comment ces mots sonnaient. Plus seulement de la forêt, mais de ton cœur aussi. Poète et romantique. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu as refusé d'abandonner. Ta famille, tes principes, nous. Même quand c'était difficile, même quand ça semblait impossible, tu as continué à te battre. Le silence est retombé, mais c'était un silence plein, confortable. Le genre de silence que seuls partagent ceux qui se connaissent vraiment, qui n'ont pas besoin de remplir chaque moment avec des mots. Mais notre histoire n'était pas une ligne droite vers le bonheur. La vie, comme la forêt, est pleine de détours imprévisibles. Un matin d'hiver, 6 mois après que l'enquête se soit terminée, j'ai reçu un appel qui a fait basculer notre monde. La mère d'Étienne avait fait une rechute. Le cancer était revenu, plus agressif qu'avant. Je l'ai trouvé dans son atelier, assis sur un banc, la tête entre les mains. Il ne pleurait pas, mais son corps entier tremblait de douleur contenue. Gabriel. Sa voix était brisée. Je ne sais pas si je peux refaire ça. La voir souffrir. L'impuissance. Je me suis agenouillé devant lui, prenant son visage dans mes mains. Tu n'es pas seul cette fois. Tu m'as, moi. Nous allons traverser ça ensemble. Elle va mourir. Les mots sont sortis comme une confession. Les médecins disent que c'est une question de mois, peut-être de semaines. Alors, nous allons lui rendre ces semaines aussi belles que possible. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons aménagé une chambre dans notre cabane pour qu'elle puisse être près de la forêt qu'elle aimait. Chaque jour, je rentrais de mes patrouilles
pour l'aider à marcher jusqu'au perron, où elle s'asseyait avec une couverture sur les genoux, regardant les arbres. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle demandé un après-midi, pendant qu'Étienne était parti chercher des médicaments en ville. « Mon fils. »« De tout mon cœur, Madame Moreau. »« Appelle-moi Marguerite, » dit-elle avec un sourire faible. « Tu fais partie de la famille maintenant. » Ses yeux, si semblables à ceux d'Étienne, m'ont étudié avec une intensité surprenante pour quelqu'un de si fragile. « Il a changé depuis qu'il te connaît. Plus heureux, plus en paix avec lui-même. Il m'a changé aussi. Promets-moi quelque chose, Gabriel. » Sa main osseuse a saisi la mienne avec une force désespérée. « Quand je ne serai plus là, prends soin de lui. Il est fort, mon Étienne, mais il porte tellement sur ses épaules. Il aura besoin de quelqu'un qui le comprenne vraiment. »« Je le promets, » murmurai-je, la gorge serrée. « Pour toujours. » Elle est morte 3 semaines plus tard, un matin où la neige tombait doucement sur la forêt. Étienne était à ses côtés, lui tenant la main. Ces derniers mots ont été « Regarde comme c'est beau ». Elle regardait par la fenêtre, vers les arbres couverts de neige, un sourire paisible sur les lèvres. Les jours qui ont suivi ont été les plus sombres de notre vie. Étienne s'est refermé sur lui-même, errant dans la forêt pendant des heures, revenant tard dans la nuit, épuisé et silencieux. Je respectais son deuil, lui donnant l'espace dont il avait besoin, mais toujours là quand il tendait la main. Une nuit, 2 semaines après les funérailles, il est rentré couvert de neige, tremblant. Je l'ai déshabillé, l'ai mis sous une douche chaude, puis l'ai enveloppé dans des couvertures près du feu. « Parle-moi » ai-je murmuré, le tenant contre moi. « S'il te plaît, parle-moi. » Et il a éclaté. Toute la douleur, toute la culpabilité, toute la rage contre l'injustice de perdre sa mère si jeune. J'ai absorbé chaque mot, chaque sanglot, le berçant, jusqu'à ce qu'il s'endorme d'épuisement dans mes bras. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, quelque chose avait changé dans ses yeux. La douleur était toujours là, mais aussi une acceptation naissante. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi ? Pour ne pas me laisser me noyer dans ma peine, pour être mon ancre. Toujours, promis-je. Je serai toujours ton ancre. » Les mois suivants ont été un processus de guérison lent. Étienne a commencé à voir un thérapeute, quelque chose qu'il avait toujours refusé auparavant. Il parlait plus ouvertement de ses émotions, de ses peurs. Notre relation a approfondi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Nous avons créé de nouveaux rituels pour honorer sa mère. Chaque dimanche, nous plantions un arbre dans une section de la forêt que nous avions dédiée à sa mémoire. Étienne sculptait une petite plaque pour chaque arbre, gravée avec une citation ou un souvenir. C'est devenu notre sanctuaire, un endroit où le chagrin et l'amour coexistaient harmonieusement. 1 an après sa mort, nous nous sommes tenus devant ce bosquet d'arbres nouvellement plantés. Il y en avait 52 maintenant, un pour chaque semaine écoulée. Elle aurait aimé ça, dit Étienne, passant sa main sur l'écorce d'un jeune érable. Transformer la douleur en quelque chose de vivant, de beau. C'est ce qu'elle aurait voulu, que tu continues à vivre, à aimer, à grandir. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, depuis des mois, j'ai vu une vraie joie dans ses yeux. Je suis prêt. Prêt pour quoi? Pour continuer, pour notre vie ensemble, pour l'avenir. Il a pris mes mains dans les siennes. Tu m'as attendu patiemment pendant que je traversais ça. Tu ne t'es jamais plaint, tu n'as jamais exigé plus que ce que je pouvais donner. C'est le moment de commencer vraiment notre vie, Gabriel. Ensemble. Mon cœur s'est gonflé d'émotion. J'ai attendu. Je peux attendre encore si tu en as besoin. Non. Il a secoué la tête. J'ai assez attendu. Ma mère disait toujours de ne pas reporter le bonheur. Qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. C'est à ce moment-là, debout parmi les arbres plantés en mémoire de sa mère, qu'il m'a posé la question que j'avais secrètement espérée. « Gabriel Rousseau,
Veux-tu m'épouser? Officiellement cette fois, quand ce sera légal. Je veux que le monde entier sache que tu es ma famille, mon foyer, mon avenir. Les larmes ont coulé librement sur mes joues. Oui, 1000 fois oui. Nous nous sommes embrassés là, entourés par la vie qui grandissait du sol, symbole parfait de ce que nous avions construit ensemble. Quelque chose de beau, né de la douleur, de l'amour triomphant de la perte. Mais il y avait quelque chose que je voulais dire, quelque chose qui me pesait sur le cœur depuis quelque temps. Étienne, je veux qu'on se marie, officiellement. Il s'est redressé, me regardant dans la pénombre. Gabriel, tu sais que ce n'est pas encore légal au Canada. Je sais, mais ça viendra. Je le sens. Et quand ce sera possible, je veux que tu sois la première personne avec qui je signe ce registre. Je veux que le monde entier sache que tu es à moi et que je suis à toi. Même dans l'obscurité, je pouvais voir ses yeux briller. Tu es sérieux? Totalement. J'ai même déjà parlé au curé du village. Il a dit que même s'il ne peut pas nous marier officiellement, il peut organiser une cérémonie de bénédiction. Si tu veux. Si je veux, sa voix s'est brisée. Gabriel, j'attends ce moment depuis le jour où je t'ai mis cet anneau de bois au doigt. Alors c'est oui, 1000 fois oui, pour toujours oui. Nous nous sommes embrassés sous les étoiles, scellant une promesse qui dépassait les lois humaines. La forêt autour de nous semblait approuvée, le vent dans les branches comme un chant de célébration. Notre cérémonie a eu lieu au printemps suivant, dans une clairière secrète que nous aimions particulièrement. Le curé du village était là, ainsi qu'une poignée d'amis proches et la famille d'Étienne. Sa mère, maintenant en rémission, pleurait de joie. Ses sœurs ont servi de demoiselles d'honneur, riant et pleurant en même temps. J'ai porté mon plus bel uniforme de garde forestier. Étienne portait un costume simple mais élégant, avec une chemise blanche qui faisait ressortir le bleu de ses yeux. Nous avions tous les deux des bouquets de fleurs sauvages de la forêt accrochés à nos vestes. Quand est venu le moment d'échanger nos vœux, j'ai regardé cet homme qui avait transformé ma vie, et les mots sont venus facilement. Étienne, quand je t'ai rencontré, j'étais un gardien de la forêt, mais je ne savais pas garder mon propre cœur. Tu m'as appris que protéger ne signifie pas s'isoler, que la force n'est pas dans la solitude, mais dans la vulnérabilité partagée. Je promets de t'aimer dans les hivers rigoureux et les étés doux, dans les tempêtes et les calmes. Je promets d'être ton refuge comme tu es le mien. Ses mains tremblaient dans les miennes quand est venu son tour de parler. Gabriel, tu es l'homme qui aurait pu me détruire, mais qui a choisi de me sauver. Qui a vu au-delà de mes erreurs pour voir l'homme que je pouvais devenir. Tu m'as montré qu'il est possible de changer, de grandir, de devenir meilleur. Je promets de protéger ton cœur comme tu protèges cette forêt, avec dévotion, respect et amour infini. Le curé nous a bénis, et même s'il ne pouvait pas nous marier légalement, ces mots avaient un poids que je ressentais dans mon âme. Quand il nous a dit que nous pouvions nous embrasser, Étienne m'a pris dans ses bras et m'a soulevé du sol, me faisant tourner, tandis que nos invités applaudissaient et riaient. Ce jour-là, nous n'étions plus le garde et le bûcheron. Nous étions simplement deux hommes qui avaient trouvé l'amour dans le lieu le plus inattendu, qui avaient surmonté tous les obstacles pour être ensemble. La fête qui a suivi a duré jusqu'au petit matin. Il y a eu de la musique traditionnelle québécoise, des danses endiablées, de la tourtière et de la tarte au sucre en abondance. La mère d'Étienne m'a serré dans ses bras, me remerciant avec des larmes dans les yeux d'avoir sauvé son fils de plus d'une façon. Ses sœurs m'ont adopté comme leur nouveau frère, exigeant que je leur raconte l'histoire de notre rencontre encore et encore. Un de mes collègues, garde forestier, Jacques, m'a pris à part à un moment donné. C'était un homme bourru, proche de la retraite, que je respectais énormément. Rousseau, dit-il, une main lourde sur mon épaule. Je ne vais pas prétendre que je comprends tout ça.
Il a fait un geste vague vers Étienne. Mais je vois comment il te regarde, et je vois comment tu le regardes. C'est de l'amour, pur et simple, et l'amour, mon garçon, c'est la chose la plus rare et la plus précieuse qu'on puisse trouver dans ce monde dur. Alors tu tiens bon à ça, tu m'entends? Ma gorge s'est serrée d'émotion. Merci, Jacques. Et puis, continua-t-il avec un clin d'œil, Moreau fait du bon travail, maintenant avec son exploitation durable. Il a formé 3 jeunes cette année. Tu as transformé un braconnier en militant écologiste. C'est pas rien, ça. Mais le moment le plus précieux est venu à la fin de la soirée, quand tout le monde était parti et que nous nous sommes retrouvés seuls dans notre cabane. Étienne m'a porté à travers le seuil, une tradition qu'il avait tenu à respecter, et nous nous sommes effondrés sur notre lit, épuisés mais heureux. On l'a fait, murmura-t-il contre mon cou. On l'a fait, acquiesçai-je. Tu regrettes quelque chose. Seulement de ne pas t'avoir embrassé plus tôt ce premier matin dans la neige. Il a ri. J'aurais probablement fui en courant. Je n'étais pas prêt pour toi à ce moment-là. Et maintenant, je suis prêt pour le reste de notre vie. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour lentement, savourant chaque instant, chaque toucher, chaque souffle partagé. C'était différent des fois précédentes, chargé d'une signification nouvelle. Nous n'étions plus simplement 2 hommes s'aimant en secret. Nous étions mariés, au moins aux yeux de ceux qui comptaient, liés par des vœux prononcés devant témoins. Quand je me suis réveillé à l'aube, Étienne me regardait, un sourire doux sur les lèvres. « Quoi ?» demandai-je, gêné. « Je t'observe dormir. C'est mon droit de mari maintenant. »« Ton droit de mari, » répétai-je, aimant le son de ses mots. « J'aime ça. Moi aussi. » Il a tracé le contour de mon visage avec son doigt. « Gabriel, je veux te demander quelque chose. »« Tout ce que tu veux. Adoptons un enfant. » Je me suis redressé brusquement, certain d'avoir mal entendu. « Quoi? Je sais que c'est fou, » dit-il rapidement. « Et je sais que ce ne sera pas facile. Mais j'ai toujours voulu être père. Et depuis que ma mère est malade, je pense beaucoup à l'héritage, à ce qu'on laisse derrière nous. Je veux construire une famille avec toi, Gabriel. Une vraie famille. » Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. « Tu es sérieux? » ?»« Complètement. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'un foyer. Et nous avons tellement d'amour à donner. » Les larmes me sont montées aux yeux. Je n'avais jamais osé espérer que tu voudrais ça. Tu veux dire que toi aussi, tu y as pensé? Constamment. Mais je pensais que c'était impossible. 2 hommes au Québec dans les années 90. Rien n'est impossible quand on s'aime, dit-il fermement. On trouvera un moyen. Comme on trouve toujours un moyen. Et nous avons trouvé. Ce n'était pas facile. Il y a eu des refus, des portes claquées au nez, des regards de jugement. Mais nous avons persévéré. Nous avons trouvé une assistante sociale qui a vu au-delà des préjugés, qui a vu 2 hommes aimants capables d'offrir un foyer stable et chaleureux à un enfant dans le besoin. 2 ans plus tard, nous avons rencontré Mathieu. Il avait 7 ans, des yeux noisettes immenses remplis de méfiance, et un historique de placements ratés qui brisait le cœur. « Pourquoi vous voulez m'adopter ?» nous a-t-il demandé lors de notre première rencontre, sa voix défensive. « Parce que nous avons beaucoup d'amour à donner, » répondit Étienne. « Et nous pensons que tu pourrais peut-être utiliser cet amour. Vous êtes tous les 2, même à 7 ans, il avait remarqué. Oui, dis-je simplement. Nous sommes ensemble. C'est un problème pour toi? Il a réfléchi longuement. Les autres enfants, à l'école, vont se moquer de moi. Peut-être, admit Étienne, mais nous t'apprendrons à être fier de qui tu es et de qui nous sommes. Nous t'apprendrons que l'amour n'a pas qu'une seule forme. Et vous vivez dans la forêt? Il y avait une lueur d'intérêt dans ses yeux. Oui, entouré d'arbres et d'animaux sauvages. Tu pourrais apprendre à connaître la nature, à la protéger. Pour la première fois, un vrai sourire a illuminé son visage.
Il y a des loups? Parfois, souris-je. Si on est chanceux. D'accord, dit-il avec la gravité d'un adulte prenant une décision importante. Je veux bien essayer. L'essai s'est transformé en permanence. Mathieu a fleuri dans la forêt, comme une plante trouvant enfin la bonne terre. Il suivait Étienne partout, apprenant le nom de chaque arbre, la meilleure façon de couper du bois sans gaspillage. Il m'accompagnait dans mes patrouilles, ses yeux s'émerveillant devant chaque créature que nous croisions. Papa Gabriel, me demanda-t-il un jour, utilisant pour la première fois ce titre qui me remplissait de fierté et de tendresse. Pourquoi les gens disent que c'est mal que vous soyez ensemble, toi et papa Étienne? Nous étions assis au bord d'un lac, regardant les libellules danser sur l'eau. J'ai choisi mes mots avec soin. Parce que certaines personnes ont peur de ce qu'elles ne comprennent pas. Elles pensent que l'amour ne peut exister que d'une seule façon. Mais l'amour, Mathieu, c'est comme la forêt. Il prend toutes sortes de formes. Toutes sont belles, toutes sont valides. Je pense que vous êtes les meilleurs papas du monde, dit-il simplement. Ce soir-là, quand Mathieu était endormi dans sa chambre, Étienne et moi, nous sommes assis sur notre perron habituel, main dans la main. Notre fils pense que nous sommes les meilleurs papas du monde, murmurai-je, encore émerveillé. Notre fils, répéta Étienne, et je pouvais entendre l'émerveillement dans sa voix aussi. On a un fils, Gabriel. On a un fils. Nous sommes restés là, dans un silence émerveillé, écoutant les sons de la forêt nocturne, sentant le poids de cette nouvelle responsabilité et la joie qu'elle apportait. Les années ont continué à défiler, apportant avec elles de nouveaux défis et de nouvelles joies. Le Canada a finalement légalisé le mariage entre personnes du même sexe, et nous avons été parmi les premiers dans notre région à nous marier officiellement. Cette fois, la cérémonie était légale, mais elle n'avait pas plus de poids dans nos cœurs que celle dans la forêt. Nous étions déjà mariés où cela comptait vraiment. Nous avons accueilli des jeunes en difficulté chez nous, offrant un refuge à ceux qui, comme nous, se sentaient en marge de la société. Nous leur avons appris l'amour de la forêt, le respect de la nature, mais surtout, nous leur avons montré qu'il était possible de vivre authentiquement, sans se cacher. Étienne est devenu un leader dans le mouvement pour l'exploitation forestière durable au Québec. Son entreprise a prospéré, prouvant qu'on pouvait réussir financièrement, tout en respectant l'environnement. J'ai continué mon travail de garde forestier, mais avec une perspective plus large, comprenant que protéger la nature signifiait aussi protéger les communautés qui en dépendaient. Notre amour est devenu légendaire dans la région. Les gens racontaient notre histoire, comment le garde strict et le bûcheron rebelle étaient tombés amoureux malgré tout. Nous sommes devenus un symbole, non pas de perfection, mais de possibilité. La possibilité que l'amour peut triompher des différences, que la compréhension peut naître du conflit, que deux personnes, même quand tout les sépare, peuvent trouver un terrain commun dans leur cœur. Et maintenant, alors que je m'approche de la soixantaine, avec des cheveux grisonnants et des rides qui témoignent d'années de sourire, je regarde en arrière sur cette première rencontre dans la neige avec une gratitude infinie. Étienne est à mes côtés, vieillissant avec grâce, sa barbe maintenant striée d'argent, ses yeux bleus toujours aussi intenses. Nous sommes assis sur le perron de notre cabane, regardant le soleil se coucher sur notre forêt, comme nous l'avons fait des milliers de fois auparavant. « À quoi penses-tu » demande-t-il, sa main trouvant automatiquement la mienne. « À nous, à tout ce chemin parcouru. Des regrets? Aucun. Et toi? Seulement de ne pas avoir planté plus d'arbres. On devrait laisser quelque chose derrière nous. Je souris. On laisse notre amour. C'est déjà beaucoup. Poète jusqu'au bout, dit-il avec tendresse. C'est ta faute. Tu m'as transformé. Et toi, tu m'as sauvé. On s'est sauvés mutuellement, je corrige. Il hoche la tête, appuyant sa tête contre mon épaule. La forêt nous a réunis. Et elle ne nous laissera jamais partir. J'espère que non. Nous restons là,
2 hommes qui ont défié les attentes, brisé les règles, mais qui ont toujours suivi leur cœur. 2 hommes qui prouvent que l'amour, le vrai amour, peut émerger des circonstances les plus improbables. La nuit tombe lentement sur le Québec. Les étoiles commencent à percer le voile du crépuscule. Quelque part dans la forêt, un loup hurle, et son chant est repris par d'autres, créant une symphonie sauvage et belle. « Je t'aime, Gabriel Rousseau », murmure Étienne dans l'obscurité. « Je t'aime, Étienne Moreau », je réponds, comme je l'ai fait des milliers de fois, comme je le ferai des milliers de fois encore. Car c'est ça, l'amour véritable. Pas les grands gestes ou les déclarations dramatiques. C'est ces petits moments répétés, jour après jour, année après année. C'est choisir la même personne, encore et encore, à travers toutes les saisons de la vie. Et alors que nous rentrons dans notre cabane pour la nuit, main dans la main, je sais que ma vie est complète. Le garde solitaire a trouvé son foyer. Le bûcheron a trouvé sa rédemption. Et ensemble, nous avons trouvé quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Nous avons trouvé l'amour. Voilà, notre histoire touche à sa fin. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les forêts du Québec, à travers les défis et les triomphes de 2 hommes qui ont osé s'aimer malgré tout. Cette histoire vous a-t-elle touché? Mettez une note finale de 0 à 10 dans les commentaires et n'hésitez pas à partager d'où vous nous écoutez. Votre soutien signifie tout pour moi et m'encourage à continuer à raconter des histoires d'amour qui célèbrent la diversité et la force de l'amour véritable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, parce qu'il y a tant d'autres récits à partager, tant d'autres amours à célébrer. Merci de votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle aventure.